Merci beaucoup. représentation trompeuse. Nous passons donc au troisième et dernier bloc de l'opposition officielle. Madame la députée de Lapinière, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais vous parler des dossiers de crédit des consommateurs. Alors, ce sont les entreprises Equifax et TransUnion qui colligent la plupart des renseignements des consommateurs pour les dossiers de crédit, pour évaluer leur code de crédit. Et c'est calculé, évidemment, à partir d'une formule mathématique assez complexe qui intègre des informations personnelles et financières de chaque personne. Et donc, le dossier de crédit comprend les renseignements sur les comptes bancaires, sur les emprunts, les habitudes de remboursement, les comptes impayés, les faillites et les jugements, etc. Ces entreprises, Equifax et TransUnion, même si c'est Equifax Canada, par exemple, ce sont des entreprises américaines qui sont assujetties au Patriot Act, ce qui veut dire que si le gouvernement américain veut obtenir ces renseignements-là, même s'ils sont stockés au Québec, il peut y avoir accès. Alors, dans cet esprit-là, est-ce que le gouvernement réfléchit à une façon de protéger ces renseignements des consommateurs? Est-ce que ce serait possible d'envisager une prise en charge publique des dossiers de crédit ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout envisageable? Juste savoir où en est votre réflexion sur cette problématique-là. Bien, la question de la députée de Lapinière, elle est bonne. Sur la question de la protection des renseignements personnels, ils sont assujettis aux lois associées à la protection des renseignements personnels, donc à la Commission d'accès à l'information. Vous vous souviendrez également, il y a quelques années, que le ministère des Finances avait déposé un projet de loi aussi pour rendre accessible notamment les codes de crédit aussi, mais l'environnement associé à ces informations-là est régi par la Commission d'accès à l'information avec mon collègue, le ministre responsable des institutions démocratiques, puis de la protection. Oui, et ça, je comprends ça tout à fait. La problématique qui est nouvelle depuis une centaine de jours, c'est le fait que ce sont des entreprises américaines. Et comment on fait pour protéger les renseignements financiers, les renseignements personnels des Québécois et des Québécoises dans ce cadre-là qui est tout à fait nouveau. Là. Puis si la réflexion n'est pas avancée, on comprend, là, ça fait une centaine de jours qu'on est dans une situation, mais est-ce que c'est quelque chose qui va être étudié? Alors, le secrétariat à l'accès à l'information va évaluer l'ensemble des éléments. Cela étant, les lois en matière d'accès aux données de renseignements personnels s'appliquent également. Ils doivent respecter les lois qui s'appliquent. Absolument, ils vont respecter les lois ici, sauf que si le gouvernement américain décide de leur demander, puis c'est assujetti au Patriot Act, ils n'auront pas le choix, il va falloir qu'ils fournissent des renseignements. Je vais passer à un autre sujet. Dans le cadre du projet de loi 72, la question de la réduflation n'avait pas été retenue et c'est le mémoire prébudgétaire de l'option consommateur qui revient à la charge avec ça, étant donné que c'est une source importante de confusion pour les consommateurs, c'est-à-dire que le produit peut être affiché au même prix, mais le format va être réduit. Donc, c'est une pratique un peu subtile, mais qui, finalement, qui floue le consommateur qui n'est pas vigilant à cet égard-là. Alors, est-ce que votre réflexion là-dessus a changé ou est-ce qu'on laisse passer cette pratique-là sans intervenir finalement? Bien, je vous dirais que c'est choquant. Tu sais, exemple, quand vous allez, peut-être, ben, en tout cas, moi, ça m'arrive de temps en temps d'acheter des chips. Puis là, dans votre sac, il y en a pas mal moins qu'il y en avait avant, pas mal plus d'air aussi. Alors, c'est fâchant. C'est pour ça qu'on est venu, puis c'est un phénomène qui est difficile à cibler et à faire appliquer, le fait de sanctionner la réduflation. Parce que, bon, les entreprises entrent partir d'un produit, puis ensuite de l'amener vers le nouveau produit, de démontrer qu'il s'agit de la réduflation. L'Office
pourraient avoir de la difficulté à appliquer la norme, puis j'entrevois plusieurs problématiques d'applicabilité. C'est pour ça que dans 72, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre clairement, en gros, le prix par unité de mesure. Exemple, quand vous achetez votre sac de chips, bien là, vous allez avoir le prix par unité, mais aussi le prix par 100 grammes, supposons. Puis on est venu aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, M. le Président, on est venu dire aussi que vous devez utiliser toujours la même valeur unitaire de référence pour plus qu'on avait, exemple, le jus d'orange, pour plus qu'il y en a un qui était affiché le prix sur 100 000 litres, puis l'autre, il était affiché par litre aussi, pour que ça soit simple pour le consommateur, puis qu'il puisse comparer des pommes avec des pommes, puis des oranges avec des oranges. Donc, c'est comme si on s'attaque à la réduflation, mais d'une façon différente. Merci. Mais je comprends que peut-être il y a des cas qui sont effectivement difficiles là, d'applicabilité, sauf que quand on regarde un sac de pâtes de 900 grammes qui se vendait, je ne sais pas moi, 1,50 et puis que là, le sac de 750 grammes, même compagnie, même type de pâte, se vend le même prix, c'est assez facile, il me semble, à démontrer, mais peut-être pas dans le cas d'autres produits, mais dans ce cas-là, je pense que c'est assez facile quand même. Écoutez, il y a des milliers de produits en épicerie et les entreprises sont, je vous dirais, ingénieuses, mais pas dans le bon sens du terme aussi. Alors, on a deux choix. Est-ce que puis je partage votre indignation relativement à ces stratégies commerciales-là. Même chose, le pot de crème glacée. Puis ça, on l'a vu aussi, puis ça me fait penser, le phénomène de la réduflation aussi, le pot de crème glacée qui devenait en format collation, puis que là, les taxes étaient indiquées. Mais là, on est venu également dire dans le projet de loi 112 que les taxes vont devoir être indiquées sur le produit pour savoir. Fait que ça va donner une indication aussi aux gens pour dire, hey, mon 2 litres de crème glacée que j'ai acheté avant, bien, il est rendu en bas de, je pense, c'est 150 grammes, ou moins que ça. Alors, l'idée, c'est de donner le maximum d'outils aux consommateurs, mais de venir dire, puis en France, ils l'ont abordé, cette question-là de réduflation, mais si l'entreprise transforme à tout le moins une partie du produit ou un ingrédient, mais là, ça ne devient plus de la réduflation, donc ça amène... Merci beaucoup. D'accord. Alors, maintenant, je vais sur un autre point qui est amené aussi par Option Consommateur, la formule de « acheter maintenant, payer plus tard ». Alors, c'est de plus en plus présent au Québec et puis c'est des formules qui permettent d'étaler les paiements d'achat effectués en ligne. Donc, ça devient du crédit. Et ça, selon Option Consommateur, ça opère tellement dans le flou, dans un flou juridique, puis ça entraîne des risques pour les consommateurs. Alors, ce qu'il propose, c'est l'encadrement des entreprises qui offrent ces formules-là et que ce soit revu dans la loi sur la protection du consommateur, notamment pour s'assurer que les entreprises qui offrent ce type de crédit aient l'obligation aussi d'obtenir un permis, qu'elles aient à respecter les obligations relatives au contrat de crédit, puis qu'elles soient assujetties à des obligations de rétrofacturation. Est-ce que c'est une proposition que vous pourriez recevoir favorablement après analyse? C'est pas toujours des frais de crédit, mais on va l'analyser. Moi, c'est sûr que c'est toujours préférable de payer par carte de crédit dans ce genre de situation-là, parce qu'en cas de problématique, on peut agir par la rétrofacturation. Donc, c'est la voie à privilégier dans ce cas-ci, mais je trouve votre proposition intéressante. Bien, c'est ça, sauf que selon le montant de l'achat, ce ne sont pas tous les consommateurs qui peuvent payer peut-être avec une carte de crédit ou payer tout le montant. Donc, c'est un peu comme mettre le fardeau sur le consommateur qu'on tente de protéger selon la mission de l'Office de protection du consommateur. Mais cela étant, les règles contractuelles s'appliquent. Donc, si jamais il y a une exécution de l'obligation, là, il peut y avoir résolution ou résiliation. Si le bien qui est acheté n'est pas le bien qui avait été vendu ou que la qualité n'est pas proportionnelle au prix, les recours de droit commun sont toujours aussi disponibles de la part du consommateur aussi.
Est-ce que vous pourriez me confirmer que le budget de 25-26 de l'Office de protection du consommateur, c'est bien 9,6 millions? Est-ce que c'est bien leur budget? Oui. Oui. Qui était de 8,9 millions l'année passée, en 23-24. Donc, cette année... Le budget total, 16 millions. OK. Alors, le budget total cette année, ça, c'est 24-25. 24-25, c'était 16 256 413. Puis le budget dans le livre de crédit, 9 millions. C'est ça. mais ça, c'est 24-25. 25-26. 25, Vous, vous référez à 24-25 ou à 25-26, Mme la députée? Bien, les deux, je voulais le comparatif. Attendez. Donc, il y a deux choses. Il y a les crédits votés. Supposons, prenons l'année 24-25. Au niveau des crédits votés, c'est 9 73 600. Plus on additionne les revenus des permis, donc 7 182 813. Ça donne 16 256 413. On vient avec les chiffres, Madame la députée? Oui, bien, j'aimerais qu'on revienne avec les chiffres parce que ça me... c'est sûr qu'il y a... Oui, est-ce que vous les avez déjà? Donc, dans le Non? livre de crédit, programme 5, donc Office de la protection du consommateur, 9 691 600. Donc, on est en augmentation à peu près 600 000. Par rapport à l'année passée, quand on compte les crédits Ça, c'est les votés crédits et votés. les revenus qui viennent des permis ou... Exactement. OK. Ça, c'est le gouvernement. Alors, l'augmentation est pas énorme. Si je reprends ce que l'Union des consommateurs nous disait qu'en 96-97, le budget était de 13,2 millions à l'époque. Alors, dans le temps, il n'y a pas eu une augmentation. Selon eux, on serait à 23,7 millions en dollars actuels. Alors, là où je veux en venir, c'est qu'on a vu qu'il y avait plusieurs cas, plusieurs difficultés pour protéger les consommateurs, les fraudes en ligne, tout ça. On n'y va pas encore beaucoup ou un peu dans la sensibilisation, mais il y a peut-être plus d'efforts de prévention à faire. Avec le projet de loi 72, il y a beaucoup d'obligations, et à juste titre, qui sont à respecter et qui sont confiées aussi à l'Office de protection des consommateurs. Donc, avec ces nouvelles... je dirais que c'est un nouveau contexte parce que le commerce en ligne, ça existe depuis longtemps, mais avec l'intelligence artificielle, les arnaques, les fraudes, on est vraiment dans une période là, où ça augmente beaucoup. Bien entendu, il y a une saine gestion des finances publiques à faire, mais est-ce que l'Office peut vraiment répondre à son mandat avec ces sommes-là? Parce qu'on sait que l'Office il y a aussi des organismes qui vont faire beaucoup du travail de vigilance ou d'éducation qui a été évoqué pour essayer de prévenir des fraudes et les arnaques et tout ça. Des organismes comme la CEF, par exemple, mais qui ont de plus en plus de demandes et pas nécessairement plus de budget pour y répondre. Oui, bien écoutez, est-ce que, en toutes circonstances, l'ensemble des ministères et des organismes souhaiteraient avoir davantage de budget? La réponse, c'est oui. Mais l'Office, avec le budget qu'elle a, est en mesure de réaliser sa mission. Puis ça se transforme. Vous faisiez référence au passé aussi, mais on est dans une nouvelle ère aussi où l'Office s'est transformé, la technologie est présente maintenant aussi. Alors, l'Office a les outils pour réaliser à bien sa mission. Puis surtout, avec les initiatives qu'on amène aussi, il y a beaucoup d'effets aussi de sensibilisation, d'éducation. Donc, quand on a fait le projet de loi 72 notamment, bien écoutez, 10 secondes. même sans la loi, le fait d'en parler, ça fait changer les pratiques aussi. Merci beaucoup.